Si déjà vous devez vous dire que c'est rassurant parce que quand quelque chose comme ça est partagé par le plus grand nombre, c'est qu'en fait c'est normal. C'est que c'est juste systémique en fait et que c'est pas un problème personnel. C'est Donc ça. déjà vous devez vous dire que c'est pas un problème. Au contraire, c'est plutôt quelque chose qui montre que vous êtes tout à fait saine et normale en fait. Euh, donc c'est la première chose à se dire, c'est que le syndrome de l'imposteur concerne tout le monde. Et on le voit bien, c'est assez partagé et c'est le problème, il est quand ce syndrome de l'imposteur est persistant et nous empêche et nous bloque. C'est là que ça devient problématique. On va le voir ensemble. Alors, pourquoi est-ce que tu es là? En tout cas, qu'est-ce qui va t'intéresser? C'est que bah, tu ne te sens pas légitime à t'exprimer. C'est plus ou moins les cas ou les symptômes quand on a ce syndrome, hein, c'est qu'on ne se sent pas légitime à s'exprimer, notamment la prise de parole sur les réseaux sociaux. Par exemple, il y en a beaucoup, beaucoup quand ils démarrent que j'accompagne qui, bah, en fait, n'osent pas prendre la parole parce qu'ils estiment que, en fait, ils sont pas à leur place ou qu'ils prennent la place de quelqu'un ou qu'ils n'ont pas le niveau d'expertise suffisant pour avoir à dire quelque chose d'intéressant. Et donc, on n'ose pas s'exprimer. Donc, il y a vraiment ce sentiment de légitimité. On a l'impression aussi qu'on est jugé en tant que personne. On a l'impression que, il y a un peu cette image de, en fait, on est très auto-centré, voire égocentré, inconsciemment, d'accord? On n'est pas tous égocentriques, mais on est très auto-centré. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose, il y a un effet, on appelle ça un spotlight effect. On a l'impression que tout le monde nous regarde au moment où on le fait. Quand on publie quelque chose sur les réseaux sociaux, par exemple, au début en tout cas, quand on le fait, on a l'impression qu'il y a la terre entière qui nous regarde et que tout le monde va sortir du bois pour nous juger et nous dénoncer à la police du jugement. Tu vois. Et ça, c'est un truc qu'on a tous. C'est comme quand, je sais pas, vous êtes dans un amphithéâtre et que vous marchez dans l'amphithéâtre et que vous traversez l'amphithéâtre, on a l'impression que tout le monde nous regarde aussi. Mais en fait, c'est pas vrai. D'ailleurs, à l'inverse, vous pouvez d'ores et déjà vous dire que tout le monde s'en fout de tout le monde. C'est un peu dur, c'est un peu rude dit comme ça, mais c'est la réalité. Vous-même, quand vous lisez quelqu'un ou quelque chose sur les réseaux sociaux, en général, sauf parce que vraiment ça vous a impacté, mais c'est quand même rare, au bout de 30 secondes, vous avez déjà oublié la personne. Et le soir, quand vous êtes dans votre lit, vous ne pensez pas à ce qu'elle a écrit ou ce qu'elle a dit. Ce qui est plutôt rassurant d'ailleurs. D'abord pour nous, parce que sinon on aurait du mal à gérer toutes les informations, mais aussi pour la personne qui va poster quelque chose, parce qu'en fait, on s'en fout et tout le monde nous a déjà oubliés. Mais quand on a le syndrome de l'imposteur, c'est l'effet inverse, cet effet un peu de spotlight où on a l'impression que tout le monde va nous juger, tout le monde va regarder, et surtout, tout le monde va se rappeler exactement ce qu'on a dit euh, le jour où on l'a dit, et on a l'impression que 6 mois plus tard, toutes les personnes qui nous auront lu seront capables de dire exactement ce qu'on a dit, ce qui évidemment n'est pas vrai. Vous comprenez bien. Troisième chose, c'est qu'on n'a pas confiance en soi. Ça, c'est classique, hein, on va le revoir, mais beaucoup de choses sont liées à la confiance en soi et plus largement à l'estime de soi. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'est la différence après entre l'estime et la confiance. Mais en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, que ce soit le syndrome de l'imposteur, le perfectionnisme, la procrastination, enfin, beaucoup de choses sont liées à l'estime de soi. Parce qu'en fait, plus on a une estime basse, plus on va porter le regard sur ce que les autres vont penser de nous, et plus on va avoir du mal à agir parce que, de fait, on ne maîtrise pas le regard de l'autre. Et de fait, on a tendance à se protéger en interprétant des choses qui sont fausses, parce qu'on a un peu cette tendance à voir le monde comme négatif. Et puis on a tendance à minimiser ses réussites. Vous savez, le côté, je ne sais pas si ça vous le fait, mais souvent quand on réussit quelque chose, quand on nous dit un compliment, on est hyper mal à l'aise. On a tendance à dire mais non, c'est pas moi, c'est la chance. Des éléments extérieurs enfin des éléments qui sont extérieurs à nous. La chance, le hasard, la météo, les contextes, la conjoncture, ce que l'on veut. Quand on commence à faire ça, quand on commence à, à, à- comment dire, à lier ce que l'on fait à des événements extérieurs, c'est pas très bon signe. C'est qu'en fait, notre estime est trop basse et du coup, on va avoir du mal à accepter des réussites, comme les échecs, par ailleurs. Et souvent, ça se manifeste comme, les échecs peuvent se manifester comme, vous savez, peut-être ça va vous parler, mais des phrases du type, bah, c'est pas de ma faute, c'est parce qu'en ce moment, les gens n'ont pas d'argent. Et ce genre de phrases que j'entends des fois chez des coachs ou autres.
des personnes que j'accompagne. Si je ne vends pas, c'est parce que les gens n'ont pas d'argent. En ce moment, c'est la crise, il y a la guerre. Ça, c'est pas vrai. Par exemple, c'est du bullshit qu'on aime bien se raconter. C'est des histoires qu'on aime se raconter pour se rassurer, mais ce n'est pas une réalité. Euh, à l'inverse, quand vous réussissez, qu'on dit c'est pas de ma faute, c'est la chance, etc., c'est pas vrai aussi. C'est parce que vous avez mené des actions qui ont mené des résultats. D'ailleurs, l'entrepreneuriat, plus largement, c'est très mathématique. Il n'y a rien de hasard, il n'y a rien de chance, il n'y a rien de spirituel, entre guillemets. C'est juste, plus je mène des actions, plus mathématiquement, j'aurai des retours. Et plus j'ai cette capacité à interpréter les retours qui sont positifs et négatifs et en faire quelque chose, plus j'avance. C'est juste ça. C'est l'effet cumulé, c'est la somme d'actions. Il y a un livre très connu là-dessus qui s'appelle L'effet cumulé par ailleurs. Donc voilà, en général, c'est un petit peu ce qu'on traverse, et c'est OK, d'accord, de traverser ça, c'est partie du jeu. Euh, on traverse un petit peu tout ça à la fois, et du coup, on se retrouve dans ce vieux syndrome de l'imposteur. Alors, qui je suis très rapidement, ça fait 4 ans que j'entreprends dans le coaching. Par ailleurs, ma femme est également homme organiseur comme vous, qui a fait la Home Academy comme vous aussi, et qui n'est pas là ce matin, pas comme vous. C'est pas bien d'ailleurs, je lui dirai. Euh, j'ai été responsable formation pendant 2 ans dans une académie de coaching. Donc j'ai été aussi fort dans la formation. Je sais exactement quelles sont les difficultés qu'ont les personnes qui apprennent une compétence, une super compétence, mais qui ont du mal derrière à l'exploiter au quotidien parce que bah, des diplômes et des certifications, c'est joli, ça fait des jolis cadres sur les murs, mais tout le monde s'en fout, malheureusement, ou heureusement d'ailleurs, heureusement j'aurais tendance à dire. Donc, je sais exactement quelles sont les difficultés de l'entrepreneuriat et je sais ce que c'est de passer par des belles formations et de se dire, mince, c'est quand même dommage, j'ai un bel outil entre les mains, bah, il va falloir que j'en fasse quelque chose. J'ai créé ma propre boîte en basant mes accompagnements sur la mise en action et la PNL. Je suis beaucoup dans l'action, vous allez peut-être le comprendre ou le voir. D'ailleurs, la manière dont je parle vite. Ça présupposer que j'aime quand ça va vite. C'est pas toujours bien, ça a ses défauts aussi. Je mes défauts, évidemment. Et c'est comme ça, on se soigne comme tout le monde, on fait ce qu'on peut. Ou alors on fait de ses défauts, ses qualités, c'est aussi une bonne chose. Et j'ai co-créé un concept des marches narratives pour ceux qui me suivent sur les réseaux, notamment LinkedIn. C'est quoi? C'est avec un associé, on part en montagne avec des entreprises, on marche et on coach et on mange de la raclette. Et c'est bien sympa. Et ça fait du bien à tout le monde. C'est un peu nouveau, c'est innovant. Et on a besoin de ça dans ce monde un petit peu aseptisé où tout le monde se ressemble. D'ailleurs, je vous invite vraiment à toutes trouver votre singularité et l'affirmer à fond parce que c'est la seule chose qui va vous différencier des autres et c'est la seule chose qui fera que potentiellement ça va marcher plus vite que les autres. C'est-à-dire d'oser être vous. Euh, et donc pour ça, il faut aussi un petit peu lever ou, ou- ou pas affronter, c'est pas beau, mais aller au-delà du syndrome de l'imposteur. Parce que quand on est dans le syndrome de l'imposteur, on n'ose pas être soi. On ose être uniquement comment les autres aimeraient que l'on soit. Et les autres, c'est en général un ou deux parents ou une ou deux figures hiérarchiques ou autoritaires qu'on a eues dans un travail précédent. Et en général, quand on fait quelque chose, on pense tout de suite à eux. Qu'est-ce que lui ou elle ou eux vont penser? Alors qu'en général, ils s'en foutent de manière. Enfin, un, ils s'en foutent. Deux, on s'en fout de ce qu'ils pensent parce que c'était notre ancienne vie, quand c'est le cas de l'autorité hiérarchique. Et surtout, trois, ce ne sont pas en général, j'ai bien des entrepreneurs. Donc de toute façon, ils n'ont rien à dire, ils n'y connaissent rien. Et leurs conseils sont nuls. Clairement, hein. Je dis ça parce que je suis passé par là. C'est pas pour. J'ai rien contre votre entourage, j'ai rien contre mon entourage, mais on n'écoute pas les personnes qui n'ont pas réalisé ce qu'on veut atteindre. C'est une règle de base. Toutes les personnes qui vont donner des conseils à la noix alors qu'ils n'ont jamais entrepris, vous faites comme si vous entendez, mais vous avancez. Euh, Rapidement, ce en quoi je crois, parce que c'est important, et non pas que que je veux que vous partagiez la même chose, mais c'est important que vous connaissiez vos valeurs et ce en quoi vous croyez, dans le sens où c'est un peu votre socle de base. C'est un peu les choses c'est un peu les valeurs qui vont diriger vos actions et vos comportements de demain. Si vous ne savez pas quelles sont les valeurs socles, ou ce qui vous permet vraiment de définir votre identité, votre nouvelle identité d'entrepreneur, vous risquez d'avoir du mal à poser les bonnes actions, celles qui seront dans la bonne intention. Moi, je prends à la simplicité, les choses simples. Ne faites pas des choses compliquées. Ne cherchez pas la perfection, ça n'existe pas. Et en plus, c'est très chiant la perfection. Justement, ça donne des choses très lisses. Faites les choses simples. La simplicité, c'est ce qui ramène un petit peu du lien d'authenticité et de la sincérité. En général, la simplicité, ça fait du bien à tout le monde en plus. Ça montre aux gens que on peut aussi réussir dans la simplicité. On n'est pas obligé d'être des génies du marketing, de l'IA, de je ne sais quoi d'autre par ailleurs. L'action, pour moi, s'il y a bien une chose à retenir, c'est l'action. Parce que l'action, ça permet de se confronter à la réalité. Et se confronter à la réalité, ça permet de renvoyer des nouvelles informations à notre mental et à notre corps. C'est uniquement ça.
Notre mental et notre corps interprètent les signes et ce qui se passe autour de nous tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si je reste dans les mêmes choses, dans le même contexte, dans le même environnement, dans les mêmes actions, du coup, je n'évolue pas. Si je veux modifier mes comportements, il faut que je pose de nouvelles actions. Il faut que je me confronte à la réalité pour montrer à mon mental, entre guillemets, mon cerveau si vous préférez, que ça pique pas, que je suis toujours vivant et que je peux continuer à avancer. Autrement dit, si je veux écrire un post sur les réseaux sociaux et que j'ai peur, ben justement, faites-le. Pourquoi? Parce que en ayant peur, ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une tension interne qui se crée chez vous, il y a une dissonance cognitive. Eh bien, le fait de le faire, ça va réduire cette tension et ça va au contraire générer de nouvelles transmissions cognitives, neuronales, etc., qui vont vous montrer qu'en fait, ça fait pas mal. Et au contraire, vous aurez une forme d'énergie, de générosité et d'enthousiasme qui vont arriver derrière. Donc, c'est très, très important. Soyez le plus possible dans l'action. L'action, c'est déjà prendre une feuille et écrire votre objectif de la semaine. C'est déjà en soi une action. Les actions qui marchent le mieux, c'est quand vous vous confrontez à une réalité extérieure à vous. Vous avez un regard extérieur qui va vous donner une information. Un regard extérieur, c'est si je poste quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est déjà un regard extérieur. L'abondance, croyant en l'abondance, donnez, 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 soyez abondant, je ne sais pas comment on dit, soyez dans l'abondance, soyez pas dans la restriction, ne soyez surtout pas dans la peur. Ne soyez pas dans la peur de si je partage quelque chose, on va me piquer mon idée, du coup on va faire la même chose. Non, ça c'est pas vrai, ça c'est l'état d'esprit entre guillemets salarié. Je me permets, j'étais salarié pendant des années, je sais ce que c'est. C'est l'état d'esprit où on protège ses petits biens et ses services, on protège ses croyances et on veut pas transmettre. On est là pour donner, on est là pour apporter de la valeur, on entreprend, on apporte de la valeur. Quand on apporte de la valeur, on le fait avec abondance. On donne un maximum pour recevoir en retour. Et puis le lien, c'est très important, créer du lien, créer de la connexion. On est là, on est sur Terre pour ça, on est des animaux sociaux. Créer du lien avec vous et créer du lien avec les autres. Très, très important. C'est très important le lien. Je trouve qu'on perd un peu de lien avec les réseaux sociaux. Ça peut être aussi un bel outil pour créer du lien, parce que les réseaux sociaux nous permettent d'aller aussi parler à des personnes. Donc créer du lien. Voilà ce en quoi je crois. Euh, et avant de démarrer, bah, j'étais aussi quand j'ai démarré, j'avais aussi ce problème d'imposteur que j'ai toujours un petit peu par ailleurs, hein. Plus quand on mène des nouvelles actions, à chaque fois, on a ce syndrome de l'imposteur qui revient. Pourquoi? Parce qu'il arrive quand il y a une zone d'incertitude. On appelle la zone d'inconfort, moi je préfère l'appeler la zone d'incertitude. C'est-à-dire une zone qu'on ne connaît pas. Ce que l'on ne connaît pas, c'est de l'incertitude. Et ça, le cerveau déteste parce qu'il est programmé pour nous protéger. L'incertitude égale flou, égale manque de clarté, égale danger. Donc, du coup, je n'osais pas de créer de contenu. J'ai démarré, j'avais peur. Qu'est-ce que va penser mon ancien patron, ma mère, mon père, qui évidemment ne sont pas sur les réseaux par ailleurs. Mais il y a toute une représentation mentale comme ça de la peur qui se crée dans notre cerveau toute seule. Et si je ne fais pas attention, je me fais bouffer par ça. Je n'osais pas dire ce que je faisais quand on me demandait. Je ne sais pas si c'est votre cas encore. C'est très compliqué de pitcher. C'est facile de l'écrire, mais quand quelqu'un dans la vraie vie vous dit bah, tu fais quoi? Tout de suite, on commence à bafouiller, on ne sait pas trop quoi dire. Soit parce qu'on ne l'a pas bien préparé, premièrement, c'est souvent la cause numéro une. On ne se pose pas la question de, en fait, si demain je devais pitcher ce que je fais, alors peut-être que vous le voyez en formation, hein, mais finalement, qu'est-ce que je dirais? Et un pitch entre guillemets, ça doit durer 1 minute maximum, quoi. On n'est pas là pour saouler les gens avec notre histoire. On est là pour dire qui on est, ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait. 1 minute maximum. Pas là pour aller plus longtemps. Mais du coup, je n'osais pas dire ce que je faisais, ou j'avais du mal, ou j'avais peur qu'on me juge, ou j'avais peur qu'on me dise, ouais, c'est encore un nouveau métier qui sert à rien. Bref, comme homme organiseur, hein, c'est des métiers qui sont assez récents, entre guillemets, en tout cas dans l'esprit collectif. Donc, on a un peu cette peur de se dire, bah, si je dis ce que je fais, comment ça va être perçu? Et surtout, j'avais peur de ne pas satisfaire mes clients. Ce vieux syndrome de l'imposteur, euh, ça peut vous générer des peurs derrière, comme la peur d'échouer, voire la peur de réussir aussi. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de clients qui ont du mal à créer du contenu ou aller parler à des personnes pour vendre ce qu'ils font, juste parce qu'ils se disent, mais si la personne, elle accepte, demain, je ne sais même pas si j'arriverai à la satisfaire. Parce qu'il y a une notion de prix derrière. Quand quelqu'un paye, tout de suite, il y a une vieille notion d'obligation, enfin, il y a une notion d'obligation de résultat qui arrive. Et qui dit obligation de résultat avec un prix, surtout en France, on a du mal avec l'argent. Du coup, derrière, il y a un vieux syndrome de l'imposteur qui se dit mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je ne suis pas un imposteur? Bref. Donc, voilà, moi j'avais tout ça aussi, hein, enfin, c'est OK d'avoir tout ça, on passe tous par là. De temps en temps, ça m'arrive encore de l'avoir, hein. Plus vous augmentez vos prix,
ce qui est mon cas, parce qu'avec l'expérience, vous commencez à monter vos prix, bah, plus ce vieux syndrome d'imposteur arrive et vous dit attends, t'es sûr de faire payer plus cher que les psys ou les médecins? C'est un peu ça qui peut arriver derrière. Je vous donne juste un ordre d'idée. Je fais des séances de coaching d'1 heure de 250 euros. Pour certains, c'est OK. Il y en a qui font ça à 1000 euros. Pour d'autres, 250 euros, c'est énorme. C'est n'importe quoi. Ça veut rien dire. Le psy, c'est 60 balles. Bon, peu importe, hein, c'est une question de contexte. C'est pas une question de prix d'ailleurs. C'est plus une question de contexte et de valeur. Bref, ce syndrome de l'imposteur, il peut arriver à tout moment. Mais l'idée, c'est de modifier sa façon de voir les choses et de modifier la perspective. On va voir comment. Donc, ce qu'on va regarder ensemble, c'est un petit peu qu'est-ce qui se cache derrière le syndrome de l'imposteur, pourquoi c'est intimement lié à l'estime de soi, et puis comment est-ce qu'on peut essayer de faire pour s'en libérer. Je rajoute essayer, parce que finalement, c'est un travail personnel, euh, c'est un chemin, et il n'y a pas de méthode clé. D'accord? Si vous entendez ou si vous voyez sur les réseaux sociaux, quelle que soit la thématique, mais des méthodes ou des formations qui vous permettent de régler un problème comme ça en une fois, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Hein, d'accord? C'est comme gagner 10 000 euros en un mois en suivant la méthode magique, en créant du contenu magnétique, je sais pas quoi. Ça n'existe pas, c'est pas vrai. D'accord? Il y a des choses qui sont éprouvées, qui fonctionnent pour certaines personnes dans des contextes donnés. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne pour tout le monde. D'ailleurs, si c'était le cas, bah, il n'y aurait pas toutes ces formations, il y aurait une méthode et tout le monde l'appliquerait et tout le monde serait heureux. Comme c'est pas le cas, c'est bien que ça n'existe pas. Mais par contre, on peut essayer de faire des choses pour justement modifier certaines perspectives et certains comportements. Alors, le syndrome de l'imposteur, il faut savoir que ça a été au départ théorisé euh, il y a, ça fait combien de temps ça? Mes calculs, on va dire 46 ans, si je calcule bien, mais peut-être je me trompe. En 1978, par deux chercheuses américaines. Pourquoi deux chercheuses? Parce qu'en fait, à l'époque, elles se sont, enfin, pourquoi? En tout cas, elles se sont aperçues que ça concernait les femmes principalement et les femmes qui avaient des postes élevés. Donc des dirigeantes ou des cadres avec des hautes responsabilités, où en fait, dans leurs études, dans leurs recherches, elles se sont aperçues que ça les concernait principalement. Bon, je ne vais pas vous faire le coup de la société patriarcale, vous savez beaucoup mieux que moi ce que c'est, vous le vivez au quotidien. Bah, en 1978, c'était encore pire, vous imaginez. Et du coup, ça les concernait principalement. Et ça donnait un sentiment de doute maladif chez ces personnes qui les empêche. Ce doute maladif qui fait qu'il y a toujours ce stress et cette anxiété présente à l'époque, et encore aujourd'hui du coup, chez ces personnes. Différence entre stress et anxiété, juste très rapidement pour que vous compreniez quand même, parce qu'on entend souvent le mot stress par ailleurs. Le stress en soi, c'est pas négatif, c'est juste un stimuli ou stimuli qui est interne et qui est quelque chose qui fait suite à une réaction, c'est une réaction interne qui fait suite à un stimuli externe. Exemple, il y a un danger, il y a une voiture qui arrive devant nous rapidement, j'ai un état de stress, c'est juste que j'ai des hormones qui sont libérées dans mon corps pour pouvoir réagir. On connaît tous un petit peu trois types de réactions possibles. Fuite, combat, enfin la fuite, le combat, ou je me fige, je suis immobilisé, je suis pétrifié. Ça, c'est le stress. C'est pas mauvais en soi, parce que le stress, ça nous permet de réagir, ça nous permet de justement mieux vivre des situations qui nous demandent des efforts particuliers à un moment donné. La problématique, c'est quand ce stress se prolonge, ça devient de l'anxiété, et à ce moment-là, ça devient très mauvais pour la santé, pour le corps, et surtout d'un point de vue cognitif, neuronal, on devient très mauvais pour prendre des décisions. On est paralysé, on commence à avoir beaucoup d'hormones et d'émotions qui viennent parasiter notre prise de décision. Donc le stress en soi, c'est pas positif, négatif. C'est quand ça se prolonge, ça devient de l'anxiété, ça devient négatif. Et c'est ce qu'il arrive dans la plupart des situations pour beaucoup de personnes quand on a le syndrome de l'imposteur. Parce que ce doute persiste et du coup nous empêche, nous bloque. Et c'est ce qui fait que il va se manifester d'un point de vue corporel, chacun un petit peu différemment. Chez certains, ça va être les mains moites. Chez d'autres, chez beaucoup, ça va être le cœur qui bat à 3000, les battements de cœur qui accélèrent d'un coup. Je deviens tout rouge, les sudations, etc., etc. Ça va se manifester un petit peu différemment pour beaucoup de personnes, enfin différemment pour tout le monde, mais il y a toujours une réaction physique. C'est normal puisque le corps et le mental sont liés, les deux sont liés. C'est d'ailleurs pour ça que on préconise souvent en PNL, la PNL c'est une technique de coaching accéléré. Si vous voulez. On préconise souvent, vous savez, quand on a des endroits où des endroits où on a des ancrages négatifs.
Par exemple, quand je rentre dans une salle de cours, peut-être il y a des vieux traumatismes qui arrivent parce que j'avais pas aimé ça et je me sens pas bien. Ou, enfin, peu importe les endroits. Et ben, quand vous faites des choses pour la première fois et que vous les vivez mal, vous créez des ancrages négatifs. Votre corps et votre mental a enregistré ce moment avec ce lieu comme quelque chose de pas bien. Et si vous les reproduisez de la même manière, dans les mêmes lieux, etc., avec les mêmes comportements, vous aurez toujours les mêmes effets de stress. Et du coup, ce qu'on conseille de faire, c'est de changer de lieu ou de contexte. Exemple tout bête, si vous commencez à écrire des posts et que vous les écrivez sur votre canapé, et que ça se passe mal, vous stressez, vous avez des réactions mauvaises, vous n'avez pas les likes que vous voulez, bah, du coup, si vous vous remettez à chaque fois dans votre canapé, vous risquez d'avoir des effets de stress qui vont revenir, parce que vous avez enregistré ces moments-là. Du coup, ce qui est intéressant de faire, c'est de changer de contexte. Par exemple, d'aller marcher, et vous écrivez dans un autre contexte. Du coup, comme c'est nouveau, vous n'avez pas cet ancrage négatif, et vous vivez les choses différemment. Donc voilà, ça c'est juste pour vous expliquer, faire le lien avec le stress et l'anxiété. Euh, je fais souvent des digressions comme ça, hein, pardonnez-moi, c'est parce que j'aime bien élargir les propos et les sujets. Du coup, ça crée ce phénomène de l'imposteur, un doute maladif qui nous bloque. Concrètement, ce doute, elles l'ont théorisé, les deux chercheuses, qui s'appellent par ailleurs euh, euh, Pauline Clance, je crois, et Suzanne Imes, peu importe. Ça crée trois choses. En fait, le syndrome de l'imposteur, concrètement, c'est un, l'effet, la croyance que les autres surestiment nos atouts et nos compétences. Pardon, il y a une petite faute. Du coup, nous, on a tendance à se mésestimer, se sous-estimer, parce qu'en fait, on va penser que les autres nous voient mieux que ce que l'on est. Et comme on se dit que ben non, ce n'est pas le cas, on va se sous-estimer. Deux, la peur d'être découvert et montré du doigt. Ça, c'est très présent, hein, le côté, si je fais un truc, on va me voir. Parce que quand je fais quelque chose, je suis visible, donc je me confronte au regard des autres. Je reviendrai souvent, hein, au regard des autres, parce que tout est lié au fameux regard des autres. Et puis trois, la tendance systématique à attribuer nos réussites à des facteurs externes comme la chance ou les résultats d'un travail acharné. En gros, on a du mal à se dire, bah, en fait, j'ai fait une action, ça a donné un résultat, c'est grâce à cette action, point. Je n'ai pas besoin d'essayer des facteurs externes. Par ailleurs, plus vous considérez que, quels que soient les retours que vous avez, qu'ils soient positifs ou négatifs, ce n'est pas forcément lié à votre personne, mais c'est lié à ce que vous avez produit, encore une action A ou une action B, moins vous êtes sujette à une association émotionnelle à ce retour. C'est-à-dire, moins vous avez d'émotions quand on vous donne un retour positif ou négatif. C'est pour ça, petite digression, ce que j'avais expliqué dans l'autre classe précédente, on dit toujours, quand on entreprend, faites une offre, créez une offre, un package. Vous vendez votre offre, c'est pas vous que vous vendez en tant que personne. Vous créez de la distance émotionnelle. C'est pour ça que c'est important de créer une offre par ailleurs. Et c'est pour ça que quand vous faites quelque chose, mettez de la distance émotionnelle. Dites-vous que ce qui peut être éventuellement jugé, si tant est qu'il le soit, c'est pas vous en tant que personne, c'est l'action que je vais mener. C'est le propos que je vais tenir. Mais c'est pas vous en tant que personne. Et par ailleurs, un jugement ou une opinion n'est rien d'autre que la résultante de la subjectivité de l'histoire de l'autre. Autrement dit, pour faire plus simple, parce que là ça fait un peu intelligent alors que ce n'est pas, autrement dit, quand vous émettez une opinion ou un jugement ou une croyance sur quelque chose, ça vaut rien. Ça vaut que dalle. Pourquoi ça vaut rien? Parce que ce n'est rien d'autre que le produit de votre histoire personnelle. Et votre histoire personnelle n'est pas supérieure ni inférieure à l'histoire personnelle de la personne qui écrit ou dit quelque chose. Jusqu'à preuve du contraire, l'esclavage, ça a été anéanti et aboli. Donc personne ne vaut plus que quelqu'un d'autre. Donc quand quelqu'un vous critique, ou quand vous vous critiquez, parce que ça nous arrive tous, hein, on est humain et on aime ça, en plus on est français, mais quand on critique, ou quand on se fait critiquer, bah en fait, ça vaut rien. Parce que c'est juste le résultat de mon histoire avec mes croyances, avec mes valeurs, etc. Donc on s'en fout, quoi. Tout ce qui est subjectif, on s'en fout. C'est un peu dur quand je dis ça, mais c'est important parce que malheureusement, on est dans une société où l'opinion prend largement le pas sur les faits, le factuel, le constat. Et les opinions, c'est ce qui crée des débats, c'est ce qui crée des conflits, c'est ce qui crée des tensions à deux balles pour rien, où tout le monde vient avec son ego. Ça crée des foires d'empoigne, enfin, c'est la foire à l'ego, quoi. C'est pour ça que sur les réseaux sociaux, c'est le royaume de l'ego, parce que c'est facile d'écrire un commentaire, et puis tout le monde veut aller, tout le monde met un commentaire quand il y a une critique ou un avis négatif. Alors je vous rassure, c'est rare d'ailleurs, hein. Je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, c'est quand même rare. Mais quand ça arrive,
C'est juste que l'autre a besoin d'étaler son intelligence dont tout le monde s'en moque. C'est juste ça. Donc, quand vous faites quelque chose et que vous avez peur que quelqu'un vous juge, quand le regard de l'autre, dites-vous que ce n'est rien d'autre qu'une personne qui va vouloir étaler son ego au regard de son histoire personnelle dont tout le monde s'en fout. C'est juste ça. C'est la même chose quand nous, on juge quelqu'un par ailleurs. Ça permet de relativiser un petit peu, si vous voyez ce que je veux dire. Ça permet de se dire aussi que bah, les personnes qui font ça, finalement, c'est juste qu'elles ont une souffrance qu'elles n'ont pas réglée. Et quand vous critiquez quelqu'un, c'est que vous avez une souffrance qui n'est pas réglée. C'est juste ça. Et quand quelqu'un vous agace, c'est qu'à l'intérieur de vous, il y a une souffrance interne qui n'est pas réglée. Voir, c'est qu'il vous renvoie quelque chose que vous aimeriez être. Bon, là, je vais un peu plus loin dans la psychologie. C'est pas forcément le but de la masterclass, quoique, mais c'est important de se questionner. On va le voir après, hein, dans les clés pour régler les problèmes de l'imposteur. C'est important toujours d'être le plus possible en questionnement personnel. Questionnez-vous le plus souvent possible. Pourquoi j'ai cette émotion? Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi est-ce qu'il réagit comme ça? Quelle peut être l'émotion oui, à l'initiative de sa réaction? Qu'est-ce qu'il fait qu'il me dit ça? Qu'est-ce qu'il fait que je dis ça? Plus vous faites ça, plus vous allez entraîner votre cerveau à créer à créer de nouveaux schémas cognitifs. Et plus vous deviendrez une meilleure personne, entre guillemets, sans tomber dans le développement personnel de base, en tout cas une meilleure entrepreneuse, entre autres, par ailleurs. Euh, et une meilleure maman, et une meilleure amie, et une meilleure fille, sœur, etc. Euh, du coup, les conséquences de ce syndrome de l'imposteur, eh ben, tout simplement, c'est que ça impacte tout de suite l'estime de soi. Et du coup, on a peur d'échouer, et du coup, on est dans le perfectionnisme, et du coup, on est dans la procrastination. La peur d'échouer, ben, on le connaît tous, hein, je veux dire là-dessus, j'ai même pas besoin de vous décrire ce que ça veut dire, mais la peur d'échouer, euh, si on essaye de décomposer juste ces deux mots, plutôt que de rester dans le flou mental de la peur, le problème de la peur, c'est l'émotion primaire. Vous savez qu'on a tous des émotions, c'est classique. La peur, c'est la première des émotions. C'est l'émotion, pour essayer d'être plus clair, c'est vous prenez une bactérie, vous la mettez au microscope, vous lui mettez une forme je sais pas, une flamme ou quelque chose de corrosif à côté d'elle, la bactérie va reculer. Pourquoi? Parce qu'elle a peur. Pourquoi? Parce qu'elle veut survivre. Et on est tous des cellules, on est tous des bactéries avant tout. Et la première chose sur laquelle on s'est construit tous depuis la création, enfin depuis l'apparition de la bactérie unicellulaire. Je ne vais pas vous faire un cours d'histoire, biologie, etc. Mais c'est comme ça que la vie est apparue sur Terre. La première chose qui est apparue, c'est la peur. D'accord? La peur face à un danger pour se protéger. Donc la peur, elle est ancrée en nous. Elle est nous, en fait. Elle fait partie de nous. Donc c'est normal d'avoir peur. C'est pas un problème. C'est même plutôt sain d'avoir peur. La peur, elle se génère en partie, pas que, mais dans certaines zones du cerveau, comme l'amygdale. Et il y a des personnes dont les connexions avec l'amygdale ont été coupées suite à des accidents ou des traumatismes. Ce sont des personnes qui n'ont plus peur. Et en fait, ce sont des personnes qui se mettent en danger tous les jours. Parce que quand on n'a pas peur, on se met en danger physiquement. Donc la peur, c'est sain, c'est OK. Et ça fait partie du jeu. La peur, c'est juste une volonté de nous protéger de quelque chose. C'est juste vouloir nous préserver et nous laisser dans un état de confort A pour ne pas aller dans un état d'inconfort B. C'est juste ça la peur d'échouer. C'est juste ça, c'est nous dire non, ne va pas vers quelque chose que tu ne connais pas, reste dans ce que tu connais. Autrement dit, dans le confort, autrement dit, dans la certitude. Mais par ailleurs, on fait tous des choses qu'on ne connaît pas. On aime tous faire des choses qui nous bousculent un peu. On aime tous l'imprévu, on aime tous lâcher prise. Vos meilleurs souvenirs, que ce soit dans des expériences, des vacances ou du sport ou ce que vous voulez, c'est toujours les moments où il y a eu de l'imprévu. C'est toujours des moments où on s'est laissé aller vers des choses nouvelles et inconnues. Si vous vous rappelez tous des choses, si vous prenez vos trois meilleurs souvenirs vos trois meilleurs souvenirs dans votre vie, souvent les mamans elles vont par exemple citer l'accouchement, c'est un exemple. Ben, l'accouchement, en tout cas le premier, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est nouveau. Pourtant, c'est quelque chose qui nous marque le plus positivement. Parce qu'on aime tous faire ça. Ben, du coup, il faut aussi se dire ça. La peur d'échouer, ça peut aussi donner la joie d'expérimenter. Si vous comprenez le lien que je suis en train de faire, l'association que je suis en train de faire. La peur d'échouer nous préserve de quelque chose qu'on ne connaît pas
Et en fait, ça nous empêche de réaliser quelque chose qui va nous faire grandir et de réaliser quelque chose qui va nous apprendre des choses et qui va nous créer des émotions. Les émotions, c'est la base, hein. Tous drivés par nos émotions. Donc en fait, quand on a peur d'échouer, on se prive de nos émotions. Et quand on se prive de nos émotions, on se prive de grandir, de vivre tout simplement. Et échouer, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. La peur d'échouer, si on creuse, si par exemple j'ai peur, si je veux animer une masterclass et que j'ai peur d'échouer, ça veut dire quoi échouer finalement? Est-ce que ça veut dire je bafouille et je tombe dans les pommes? Est-ce que ça veut dire les personnes se barrent au bout de 10 minutes? Est-ce que ça veut dire j'ai des retours ultra négatifs à la fin? Ça veut dire quoi échouer? Déjà, quand je commence à rationaliser et me dire qu'est-ce que ça veut dire concrètement échouer et qu'est-ce que je risque réellement, parce que les trois cas que je viens de citer sont quand même relativement improbables, hein, en réalité. Un, parce que normalement, je ne tombe pas dans les pommes, ou alors vraiment, c'est que j'ai des gros problèmes de stress et là, il faut faire de la cohérence cardiaque. Deux, parce que il y a quand même peu de chances que les gens se barrent au bout de 10 minutes. Les gens sont quand même bien éduqués. Et de la même manière, trois, en général, ce qu'on dit, à minima, ça vaut quelque chose. Et puis de toute façon, les personnes, ils vont pas s'amuser à dire c'était nul ta masterclass, t'es un nul. Ça n'arrive pas dans la réalité. En général, c'est plutôt le contraire qui arrive, c'est de la gratitude. Donc, quand je prends conscience que la peur nous préserve de quelque chose, mais que je me prive de la joie d'expérimenter quelque chose, et que échouer, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose, je relativise. Le perfectionnisme, pareil, le perfectionnisme, je cherche la perfection parce que je veux être parfait. Pourquoi je veux être parfait? Parce que je veux plaire aux autres. Pourquoi je veux plaire aux autres? Parce que je veux satisfaire mon ego. Et pourquoi je veux satisfaire mon ego? Parce que l'ego, c'est l'illusion de soi. Ce n'est pas la réalité. Et donc, plus je fais ça, plus je nourris mon ego, plus je baisse mon estime. Pourquoi? Parce que l'ego, c'est l'illusion de soi, l'estime, c'est la réalité. L'ego est basé sur le regard de l'autre, l'estime est basée sur le regard que je me porte à moi. Plus je veux être dans le perfectionnisme parfait, plus ça revient à dire que je suis en train de nourrir mon ego. Et donc l'intention est mauvaise. Et pourquoi elle est mauvaise? Parce qu'en fait, je veux juste plaire aux autres. Donc en fait, c'est purement égoïste, ce que je suis en train de faire. C'est un peu dur ce que je dis, mais c'est ça. Être perfectionniste, on est tous perfectionnistes par ailleurs, mais quand je suis dans un moment où je cherche à être perfectionniste, c'est juste que je veux être égoïste, parce que je veux satisfaire mon ego. Et en fait, je ne veux pas vraiment aider les autres. Quand je fais les choses pour la nature et l'essence même de ce qu'elles sont, pour aider les autres, et parce que je le fais parce qu'il y a une vraie intention, je ne suis plus dans le perfectionnisme. Je ne cherche plus à être parfait et à plaire. Je cherche à être et à faire, c'est pas pareil. Et comme on dit, fait vaut mieux que parfait. D'accord? Il vaut mieux faire plutôt qu'essayer d'être parfait. La perfection nous laisse dans nos doutes maladifs, nous laisse dans nos peurs, nous laisse dans nos croyances et nous laisse dans l'inaction. L'action, le faire entre guillemets, l'action nous permet à chaque fois de s'améliorer parce que on a des retours extérieurs qui nous permettent de nous dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça j'améliore. Autrement dit, l'action est ancrée dans la réalité, la perfection est ancrée dans notre imaginaire, qu'on n'atteindra pas et qui ne nous sert à rien. Voir, si je pousse au bout du bout, peut-être que certaines vont se reconnaître, et c'est OK si c'est le cas, si je pousse au bout du bout, j'ai tout intérêt à ne pas être dans l'action, comme ça je trouve des excuses et je me victimise pour rester dans l'inaction, en disant c'est pas pour moi, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai pas, et puis de toute façon les autres, oui mais un tel il passe bien à la caméra, un tel il a l'habitude, un tel il a de l'argent, enfin toutes les excuses qu'on peut trouver qui vont nous faire du bien pour nous dire tu vois j'ai raison, c'est pas la peine de passer à l'action. Ça arrive. C'est OK, c'est pas grave, d'accord? Mais il faut savoir le reconnaître. Si on est dans cet état d'esprit de victimisation et de déresponsabilisation, c'est la pire des choses. C'est la pire des choses, c'est le plus dur d'en sortir. Le reconnaître, c'est un pas de géant. Si on est dans cet état d'esprit, attention, hein. Mais le reconnaître, c'est un pas de géant. On est tous responsables de ce que l'on fait, ce qu'on pense et ce que l'on vit et ce que l'on dit. Point. Tous, de A à Z. C'est la philosophie très tendance actuelle d'ailleurs du stoïcisme. On voit beaucoup chez beaucoup d'entrepreneurs à deux balles qui veulent faire semblant d'être stoïques. Mais au-delà de ça, et sans se prendre pour des philosophes qu'on n'est pas, que je ne suis pas, on est tous responsables de ce que l'on fait, ce qu'on dit, ce que l'on vit, ce que l'on pense. Point. D'accord? Si quelqu'un est heurté par rapport à ce que je dis, c'est sa responsabilité, c'est pas la mienne. Si je suis déçu de ce que j'ai pu dire à quelqu'un, ça devient ma responsabilité, j'en fais quelque chose. Mais j'avance toujours.
On est tous responsables de ce qu'on dit. Et la procrastination, bah, ça vous connaissez tous, hein, c'est quand je repousse le lendemain ce que je vais faire le lendemain, ce que je dois faire le jour même. Pourquoi? Parce que quand je repousse, je reviens à mon système de victimisation, déresponsabilisation, de confort. Je ne me confronte pas à la réalité. Donc le syndrome de l'imposteur amène tout ça, une baisse de l'estime, une hausse de l'ego et surtout de l'inaction. Et donc plus je fais des choses pour me préserver, plus je cherche à être parfait, plus je veux ignorer mes émotions et ignorer mes peurs et pas aller dans la joie d'expérimenter, plus je vais baisser mon estime et plus en fait je vais rien faire quoi. Et plus je vais rester dans le syndrome de l'imposteur et moins il va se passer de choses. D'accord? Et dernière chose sur le côté victimisation, déresponsabilisation, syndrome de l'imposteur, on a tous un petit peu, c'est un petit peu le côté judéo-chrétien, ça, mais on a tous un peu en nous ce truc de se dire un jour quelqu'un va venir me sauver. Il y a un peu ce côté-là, des fois on se dit il y a bien un truc qui va me sauver, quelqu'un ou quelque chose. Bah non, ça n'arrive pas, malheureusement. C'est pas vrai, ça existe, ça n'arrive pas. La seule chose qui peut vous sauver, c'est la somme de vos actions, tout simplement. C'est-à-dire, bah, plus vous faites des choses, plus mathématiquement, il va y avoir des réactions en chaîne dans votre environnement. Vous pouvez appeler ça la loi de l'univers, la loi d'attraction, vous pouvez appeler ça comme vous voulez. Tout est vrai, tout est juste, peu importe. On peut avoir une vision un peu plus spirituelle, une vision un peu plus pragmatique. Les deux sont vrais, il n'y en a pas une mieux que l'autre. Mais dans tous les cas, il y a action-réaction. Dans tous les cas, il y a confrontation à la réalité. Dans tous les cas, même si je suis aligné avec moi-même et que j'incarne la personne que je veux être, c'est déjà une forme d'action. Vous renvoyez déjà quelque chose de positif aux autres. Et déjà, les autres vont vouloir venir à vous. C'est pareil, c'est ça la loi de l'attraction. C'est pas juste j'allume une bougie, j'attends que les choses viennent. C'est déjà un minimum connaître mon socle de valeurs et incarner les choses. Et après, il va y avoir des réactions en chaîne derrière. Euh, conséquence, conséquence de tout ça, je ne m'estime pas ma juste valeur, je perds confiance et n'agis plus, et j'ai du mal à distinguer la confiance en soi et l'estime de soi. Euh, la confiance en soi et l'estime de soi, faire la distinction, en tout cas, ouais, la distinction. L'estime de soi, c'est la valeur que je me porte, que je m'accorde, d'accord? C'est qu'est-ce que je vaux. La confiance en soi, c'est la capacité que j'ai à faire des choses. La confiance en soi, c'est une composante de l'estime de soi, tout comme l'amour de soi, tout comme l'image de soi. Tout en haut, il y a l'estime de soi, la capacité à se connaître. Plus je me connais, plus j'ai une meilleure image de soi, plus je m'aime et je m'apprécie, et plus j'ai confiance en moi dans mes actions. Confiance, c'est le faire, estime, c'est l'être. Euh, donc, ce qui est important, c'est de travailler sur la connaissance de soi, pour ensuite aller sur la confiance en soi. Plus je me connais, plus je peux avoir confiance en moi. C'est important de distinguer les autres, c'est pas grave si on ne retient pas la chose, mais ce qui est important, c'est de se dire, finalement, qui je suis, quelles sont mes valeurs, est-ce que je me questionne régulièrement, quelles sont les émotions que j'ai régulièrement dans la journée, quelles sont mes souffrances, mes blessures, je préfère le mot blessure à souffrance, quelles sont mes réussites, c'est quoi mon histoire, etc., etc. Plus je fais ce travail-là, et on n'est pas obligé de partir sur des années de développement personnel ou lire tous les livres de développement personnel, ou regarder toutes les vidéos de Tony Robbins ou Dispenza ou je sais pas tous ces gourous. On est juste conscient de se dire, finalement, qu'est-ce que je veux être, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce qui est important pour moi dans la vie, et quels sont mes schémas répétitifs, quelles sont mes habitudes, mes routines que je veux modifier et changer. Tout ça, c'est lié au regard des autres. D'accord? Tout ça, c'est lié au regard des autres. Ce qui est un peu compliqué parce qu'on a besoin du regard des autres pour évoluer. Nous sommes des animaux sociaux, on crée du lien. Et en même temps, ce regard des autres, c'est ce qui nous parasite et nous empêche. Donc c'est un peu ambivalent, mais vous devez être capable de vous nourrir du regard des autres comme de vous en défaire. Et plus je reviendrai après là-dessus, plus vous en défaites, très moche défaisez, plus vous en défaites, je ne sais pas comment on dit, plus vous arrivez à vous en défaire, mieux ce sera. Plus quand vous faites des actions, vous arrivez à vous dire, je ne fais pas les choses pour les autres, je le fais pour moi, plus vous arriverez à agir. Et moins le syndrome de l'imposteur sera présent. Plus vous êtes focalisé sur vous au moment de l'action, quelle qu'elle soit.
prendre la parole en public, animer une masterclass, faire une publication, aller aider quelqu'un en prestation, aller aider quelqu'un à ranger, trier, désencombrer, etc. Plus vous portez les choses sur vous et pas sur l'autre, plus vous verrez que vous allez enlever ce syndrome de l'imposteur, faire diminuer la tension qui vient en vous et générer une forme d'énergie, d'enthousiasme et enfin, d'énergie positive. Pourquoi? Parce que vous êtes focus sur vous. Vous posez l'émotion à côté. Ça va jusqu'à présent? Mhm. Ouais? Ça va les Euh, filles? ouais, Très bien. dites. Euh, Ça va super, merci. top, on continue alors. Euh, alors, comment s'y prendre? Enfin, comment faire? Hop, je mets juste les caméras qui me gênent. Première chose, se foutre la paix. Euh, on commence par ça, c'est pas mal, c'est les bases. Se foutre la paix, c'est-à-dire arrêter de vous mettre la pression, arrêter de vouloir être parfaite, arrêter de vous comparer, arrêter d'être exigeante, tous ces drivers qu'on porte en nous enfin à cause du fait de notre enfance, du fait de ce que l'on a entendu dans notre enfance à travers nos parents, le système éducatif, les valeurs de la société, etc. Où il faut montrer qu'on est fort, il faut y arriver, la réussite, hein. Ça, on arrête, on enlève, d'accord? C'est des croyances qui ont perduré dans les années 80, 90, etc. Nos parents dans leur génération d'avant, etc. Voilà, c'est plus notre époque, on n'est plus ces générations-là. On se fait du bien, on se fait plaisir, on est bienveillant avec soi, on accepte la vulnérabilité et on accepte le doute. Accepter de ne pas être parfait, arrêter de se comparer. Les réseaux sociaux, c'est bien, à la fois c'est compliqué parce que, évidemment, bah, ça donne lieu à toutes les comparaisons possibles. On voit, on voit tellement de choses que du coup, on se compare et on commence à douter de soi. Donc, ne regardez pas les choses pour vous comparer. Ne vous comparez pas aux personnes qui ont 100 000 abonnés sur Instagram ou je sais quoi, et qui sont là depuis 5 ans. Ne vous comparez pas. Vous n'avez pas le même niveau de connaissance et de compétence. On n'a pas le même niveau de conscience et de compétence que quelqu'un qui est là depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et même si on démarre en même temps, et même si la personne réussit mieux, on s'en fout. Elle a peut-être mieux réussi quelque chose par ailleurs, mais vous réussirez certainement mieux autre chose par ailleurs. On ne se compare pas. Comparaison n'est pas raison. Ça, c'est le piège des réseaux sociaux. Moi, ce que je vous invite à faire, ce que j'essaye de faire, mais j'arrive pas tout le temps, il y a des moments dans la journée où on est beaucoup plus vulnérable à ça, à la comparaison et au doute. Souvent, c'est le soir. Le soir, à 19-20 heures, quand on se pose sur le canapé et qu'on commence à scroller, on a passé la journée, on est fatigué, mentalement, on est moins solide. On va commencer à scroller, on va commencer à se dire, voilà, c'est bien ce qu'elle fait, j'y arriverai jamais. Enfin, ça peut être le cas chez certaines personnes. Bon, bah, dans ce cas-là, n'allez pas sur les réseaux sociaux le soir au moment d'aller se mettre sur le canapé. Euh, enfin, voilà, évitez ça, vous éviterez de vous comparer. Donc, première chose, se foutre la paix. Il y a un livre qui est sympa de Mark Manson qui s'appelle L'art subtil de s'en foutre, qui est très connu. Si vous voulez le lire, ça peut vous aider. C'est un livre anti-développement personnel, comme il l'appelle. Voilà, c'est sympa, ça peut vous aider. C'est assez chouette, c'est bien écrit, c'est très américain, donc il y a beaucoup de storytelling. Il raconte surtout plus d'histoires que de réelles clés pour y arriver, mais c'est très bien aussi. Les histoires, c'est ce qui marche le mieux dans le cerveau. Les Américains l'ont bien compris d'ailleurs. Le marketing aussi. Euh, Deuxième chose, apprenez à mieux vous connaître. Estimez-vous à votre juste valeur. D'accord? C'est quoi vos valeurs? Les valeurs, c'est votre squelette, c'est votre boussole interne. Les valeurs, c'est ce qui va vous permettre de driver vos actions, vos comportements. Est-ce que vous avez plutôt des drivers du type, je sais pas, bienveillance, sincérité, authenticité, empathie? Est-ce que c'est plutôt persévérance, déterminisme, réussite? Est-ce que c'est famille, amis? Est-ce que c'est action, audace, simplicité? Enfin, peu importe, mais réfléchissez à quelles sont vos valeurs principales et quand vous les avez trouvées, alors vous tapez liste de valeurs sur Internet, on trouve tout sur Internet. Si vous ne savez pas comment les trouver, bah, vous prenez un coach. Et si vous n'avez pas envie de payer un coach, vous allez sur YouTube, et vous tapez comment trouver ces valeurs, par exemple. Et vous aurez plein de vidéos de personnes qui vont vous dire comment trouver vos valeurs. Et une fois que vous les avez, vous vous connaissez déjà mieux. Et quand vous les avez, vous comprenez pourquoi il y a des choses ou des endroits, des lieux, ou des contextes, ou des relations avec lesquelles ça passe mal. Parce qu'en fait, c'est juste qu'il y a des choses qui ne sont pas en ligne avec vos valeurs. Souvent, en entreprise, on n'est pas trop aligné avec nos valeurs. Quand on a des valeurs, je sais pas,
de générosité, d'empathie, bienveillance, bah, entreprise, c'est pas toujours le cas, quoi. Entreprise, c'est plutôt les valeurs de, justement, de être fort, l'ego, la réussite, écraser les autres, si tant est qu'on peut considérer que ce sont des valeurs. Je dis pas que c'est le cas partout, hein, c'est pas toujours le cas, mais malheureusement, c'est quand même souvent le cas. C'est pour ça qu'on appelle en dissonance cognitive, on n'est pas aligné, on est en souffrance. C'est juste pour ça. Eh ben, ça peut être la même chose avec des relations et des personnes qui deviennent toxiques. C'est juste qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Des fois, il faut couper. Merci, au revoir, c'est pas grave. On a passé un bon moment, mais maintenant, on arrête, quoi. Ne pas nourrir l'ego qui est l'illusion de soi. Nourrissez pas votre ego. Quand vous faites quelque chose, posez-vous toujours quelle est l'intention que je pose derrière. Quand vous publiez quelque chose sur les réseaux, est-ce que l'intention, c'est d'avoir des likes? Est-ce que l'intention, c'est d'apporter de la valeur? Est-ce que l'intention, c'est d'avoir des clients? Les trois intentions sont bonnes. Il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Il faut juste savoir quelle est votre intention. Parce que si l'intention, c'est d'avoir, je sais pas, des likes, et que du coup, ce que vous publiez, finalement, c'est pas la bonne chose, et que vous n'avez pas des likes, vous allez être frustré. Si l'intention, c'est juste d'apporter de la valeur, et que vous n'avez pas de likes, vous en foutez, parce que vous êtes là pour apporter de la valeur. Et juste une personne qui le lit, c'est déjà bien. Donc, nourrissez la personne que vous êtes, et que vous voulez devenir, et pas l'ego, pas l'illusion de soi. Et puis, questionnez-vous régulièrement sur vos pensées et vos émotions. Qu'est-ce qui fait que j'ai cette émotion? Qu'est-ce qui fait que j'ai cette pensée? Qu'est-ce qui fait que j'ai peur là d'un coup? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je stresse? Ça vient d'où? Où est-ce qu'il se manifeste? Qu'est-ce qui est à l'origine de ce stress? Très important ça, hein. Ça nous arrive très souvent à tous. Tout d'un coup, on a un coup de stress, on ne sait pas pourquoi. Bah, essayez de réfléchir. Pourquoi je stresse finalement? C'est quoi l'événement qui a donné lieu à ce stress? Il y a toujours un événement interne, hein, d'accord? Soit externe, soit interne. Soit une pensée, soit un événement extérieur. Une fois que vous l'avez identifié, le stress va déjà retomber. Parce que vous l'avez identifié, vous avez rationalisé, vous avez repris le contrôle. Et après, vous pouvez vous dire, qu'est-ce qui fait que je pense ça? Qu'est-ce que ça dit de moi de penser ça? Ou qu'est-ce que j'aimerais penser à la place? Ou quelle émotion j'aimerais avoir à la place? Et comme ça, je modifie tranquillement un petit peu mes processus cognitifs. Donc, questionnez-vous régulièrement, c'est le fameux connais-toi toi-même. Après, euh, cultiver ce qui pour moi est la qualité numéro un quand on entreprend, la flexibilité mentale ou euh, l'agilité mentale, si vous voulez. C'est-à-dire la capacité que vous avez à remettre en question ce que vous pensez sans vous remettre en question vous-même. Ça fait un peu bizarre dit comme ça, mais régulièrement, quand vous le pouvez, remettez en question vos croyances. Remplacez tous vos oui mais par des et si. D'accord? Tous vos oui mais, vous les enlevez, vous remplacez ça par des et si. Remettez en question vos croyances, c'est important. Croyances, nos croyances, c'est par exemple, je crois que je suis pas fait pour l'entrepreneuriat. Croyance, ça c'est une croyance limitante. Je me limite dans mes comportements parce que je crois ça. Donc, tous mes comportements vont être en lien avec cette croyance. Je vais tout faire pour m'auto-saboter parce que je crois que je peux y arriver. Une croyance aidante, à l'inverse, c'est je suis sûr que je peux y arriver. C'est une croyance qui va m'aider. D'accord? Une croyance, c'est une représentation mentale. Une représentation mentale, comme une peur, comme un doute, comme un frein. Tout ça, ce sont que des représentations mentales. C'est pas vrai. C'est juste une histoire que je me raconte. Il y a des histoires qu'on se raconte qui sont bonnes, ça nous aide. Il y en a qui sont mauvaises, qui nous limitent. Eh ben, remettez en question le plus souvent celles qui vous limitent. Je vais pas sur les réseaux sociaux, c'est pas pour moi, nanana, nanana. Ok, ça, vous arrêtez. Vous remettez en question qu'est-ce qui fait que je crois ça. D'accord. Ça ne veut pas dire que vous devez aller sur les réseaux sociaux automatiquement. Juste vous questionnez. Pourquoi je crois ça? Sur quoi c'est fondé? Et si j'inversais cette croyance, qu'est-ce que ça donnerait? Faites juste ça. Je ne demande pas de devenir influenceur ou autre, mais juste vous challengez sur vos croyances. Euh, je vous donne un exemple. Il y a un ami récemment qui me dit, tiens, qu'est-ce que tu penses de David Laroche? Vous connaissez David Laroche, c'est un des coachs gourous connus, etc. Et je sais que quand il me pose c'est un coach, un ami coach qui m'a posé cette question. Quand il me pose la question, je sais qu'il me la pose pour que je lui dise une réponse, qui est que je lui dise, bah non, c'est de la merde, c'est nul, c'est un mec, c'est un gourou, il vend que du vent, il fait des conférences, bref, il veut que je lui serve une soupe qui lui fera du bien dans ses croyances. Mais c'est pas ce que je lui ai servi. Évidemment avant je croyais ça, mais quand je me questionne, je me dis, attends, c'est un entrepreneur, s'il en est là, c'est qu'il a réussi. Et surtout, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Donc, il s'est confronté à la réalité au moins, enfin, des centaines de fois plus que moi. Donc, rien que pour ça, je dois le respecter.
Rien que pour ça, ce qu'il a à dire est intéressant. Après, il y a des choses auxquelles je peux adhérer ou pas. Mais je n'ai pas à le juger ou à le critiquer sur la base d'une croyance qui me ferait du bien. De dire, ah ben non, c'est encore un gourou comme les autres, en fait, ils vont que du vent. Non, il y a certainement des choses intéressantes. Donc, on remet en question toujours ces croyances pour essayer d'aller chercher des choses positives. L'effet Dunning-Kruger, c'est un biais cognitif qui est très connu, qui est que quand je démarre quelque chose, en général, j'ai l'impression de tout connaître. Vous savez, genre, vous arrivez dans le home organizing, au début, vous avez l'impression de bien maîtriser la chose. Et plus vous avancez dans le champ de la compétence, plus vous avancez dans le champ de l'ignorance. C'est-à-dire que plus je commence à me renseigner sur des choses, plus je m'aperçois qu'en fait, les connaissances sont infinies. Et donc, je commence à douter. Et c'est normal ça. Ça, c'est le syndrome de l'imposteur, c'est normal. Ça veut dire que vous avancez dans le champ de la connaissance. Donc, c'est bon signe. Les personnes, à l'inverse, qui n'ont pas ça, vous savez, c'est les personnes qui sont prétentieuses, ou au-delà d'être prétentieuses, qui ont l'impression de tout savoir, mais du coup ne se remettent pas en question. Donc en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est très positif, parce que c'est ce qui vous permet de vous challenger, c'est ce qui vous permet de vous remettre en question. Donc c'est ce qui vous permet d'être flexible mentalement. C'est ça l'effet Dunning-Kruger, entre autres, par ailleurs. Donc il vaut mieux se remettre en question que de se voir trop beau. Et ça, c'est important de comprendre ça. Après, il ne faut pas que ça nous empêche et que ça nous bloque, comme je l'ai vu précédemment. Euh, Dernière clé, se confronter à la réalité, la plus importante. Passer à l'action. Créer de nouveaux ancrages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imaginons que vous ayez peur de prendre la parole en public. C'est un classique, ça, d'accord? C'est d'ailleurs une des peurs les plus ancestrales et la plus importante. Eh bien, ça, c'est un ancrage. Vous avez un ancrage. Parce que un jour, une fois dans votre vie, peut-être en classe, à l'école, vous avez pris la parole en public et votre professeur, qui était maladroit, vous a dit non, c'est nul ce que tu as dit devant les collègues, enfin devant les copains et les copines. Ça, par exemple, ça crée un petit trouble de stress post-traumatique, un petit trauma, si vous voulez. Ben, ça, on en vit tout au long de notre vie. Et malheureusement, il y a des traumas qui sont un peu plus durs que d'autres, qui vont créer des ancrages. Parce que le contexte et l'émotion du moment étaient tels que vous avez un ancrage qui va vous créer une peur à laquelle vous avez du mal à réchapper. C'est pour ça qu'en psychologie, notamment quand on travaille sur les peurs ou dans les thérapies, on va travailler sur le souvenir de cet ancrage et on va essayer de le modifier. Vous allez voir un psy, un teaser, etc. Il va vous faire revenir à ce moment-là pour modifier ce moment-là, pour créer un nouvel ancrage. Sans aller jusque-là, parce que je ne demande pas de faire d'auto-hypnose, créer de nouveaux ancrages. Vous avez peur de pas prendre la parole en public? Eh ben, entraînez-vous avec votre conjoint ou votre conjointe. Entraînez-vous une fois facilement sur un texte que vous avez à dire. Puis passez à votre famille, deux, trois personnes, puis trois, quatre. Entraînez-vous sur des choses qui vous paraissent faciles pour créer un nouvel ancrage. Si vous avez demain, vous avez un, je sais pas, un TEDx, je ne sais pas si vous connaissez, ou une conférence, qui peut faire peur, hein. Bah, n'attendez pas la conférence pour faire pour vous entraîner. Allez vous exposer à la réalité auprès de personnes qui peuvent aussi émettre une critique. Mais ce sont des personnes que vous connaissez, avec qui ce sera facile. Créez de nouveaux ancrages. Ok. Si demain vous pouvez créer un post, une publication sur Internet, sur les réseaux, LinkedIn par exemple, je sais que LinkedIn ça fait peur chez les home organiseurs, alors qu'au contraire, allez-y, il y a un gros marché pour vous, il n'y a pas grand monde. Commencez par une publication qui est facile pour vous. Ne vous mettez pas en danger. Et ainsi de suite. Euh, Qu'est-ce que ça apporte de se confronter à la réalité? Ça vous renvoie de nouvelles informations. C'est ce que je vous ai dit. Nous sommes des êtres sensoriels. Sensoriels. On agit, on apprend, on grandit, on évolue grâce à nos sens. Les cinq sens. La vue, l'audition, enfin, l'auditif, l'ouïe, gustatif, olfactif. C'est comme ça que notre cerveau interprète ce qui se passe autour de nous. C'est comme ça que notre cerveau gère l'information et c'est comme ça qu'on évolue, aussi simplement. C'est pour ça que les bébés ils sont encore malléables parce qu'ils n'ont pas encore obtenu le nombre d'informations qu'on a quand on est adulte. Et à force d'obtenir des informations, ils se créent des schémas mentaux. C'est comme ça qu'on fonctionne tous. Eh bien, si je me confronte à la réalité, je crée de nouvelles informations à travers nos sens, nos cinq sens, donc de nouveaux schémas, donc de nouveaux comportements, donc j'évolue, j'apprends, je grandis. C'est pour ça que c'est important de se confronter à la réalité. Et c'est pour ça que quand je reste dans des bulles d'informations, je regarde tous les jours TF1, ou je suis toujours avec les mêmes, sur le même réseau social, avec les mêmes personnes qui arrivent, parce que les réseaux sociaux, vous savez, c'est des bulles algorithmiques, hein. Ils vous envoient que ce que vous aimez. Bah, du coup, je me construis une histoire mentale, toujours la même, et j'ai l'impression que c'est la réalité.
et ça donne des problèmes politiques. On va pas parler de politique maintenant. Donc, toujours se confronter à la réalité. Et comment faire pour se confronter à la réalité? Faites des choses ou des actions faciles, gratifiantes et immédiates. Pourquoi je dis ça? Parce que le cerveau déteste ce qui est compliqué, ce qui n'est pas gratifiant et ce qui est long. Il déteste ça. Exemple classique, les fumeurs n'arrivent pas à arrêter de fumer. Au-delà de la dopamine que ça dégage quand ils fument, c'est parce que ils se disent, de toute façon, si j'ai un cancer, c'est dans 30 ans. J'ai le temps. D'accord? C'est long, c'est loin de moi. Et arrêter de fumer, c'est compliqué. C'est pas gratifiant tout de suite. Je prends du poids. C'est pas immédiat. L'addiction ne s'arrête pas tout de suite, donc j'y arrive pas. On sait tous que l'environnement, c'est compliqué, l'urgence climatique. Normalement, si on était des êtres rationnels et normalement constitués, on arrêterait tous d'avoir des comportements polluants, quels qu'ils soient. Ça va de la voiture à manger de la viande, à je sais pas quoi. Là-dessus, je ne maîtrise pas tout le sujet. Pourtant, on continue de le faire à certains degrés par ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est pas facile, c'est pas gratifiant et les résultats sont pas immédiats. De toute façon, si j'arrête, ça va rien changer. On est 8 milliards sur Terre. Si moi j'arrête, ça change rien. Bref, le cerveau, il fonctionne pas comme ça. Il a besoin de choses faciles, gratifiantes et immédiates. Donc, envoyez-lui des choses faciles, gratifiantes et immédiates. Faites des choses simples. Il y a un livre qui est très bien pour ça. Ça s'appelle Un rien peut tout changer, qui apprend à mettre des habitudes faciles, qui explique un petit peu ça. C'est-à-dire que, bah, par exemple, si vous devez, je sais pas, si vous devez vous mettre à- à faire du sport, si tout de suite vous vous dites, bah, je vais courir 10 km alors que vous n'avez jamais couru, c'est horrible. Vous n'allez jamais vouloir. Parce que votre cerveau, il déteste ça. C'est trop compliqué. Si vous vous dites, bah, ok, je sors mes affaires, je les mets devant moi, elles sont visibles, j'aurai pas besoin de les sortir le lendemain matin quand j'aurai courir. Je choisis un podcast que j'aime bien, quelque chose d'agréable, de gratifiant, et je vais courir juste, je sais pas, 10 minutes, parce que je sais que ça me fera du bien, vous allez voir que c'est plus facile. Et vous allez voir que vous irez courir. Pourquoi? Parce que vous envoyez des informations faciles, gratifiantes et immédiates. C'est la même chose. Bah, vous qui êtes dans le rangement, par exemple, si vous dites à vos clients, bah, votre garage il est tout encombré, on va tout faire d'un coup, il va paniquer. Si vous lui dites, bah, attendez, déjà on va prendre une partie de la pièce, on va commencer par cette partie-là, et puis on va aller voir où est-ce qu'il y a une décharge pour éventuellement aller jeter des choses, je suis en train de décomposer le processus et de le rendre facile, gratifiant et immédiat. Et la gratification en marketing, ça, on voit beaucoup ça. Dans les, je sais pas, c'est pour ça qu'on met du jeu dans des formations, le ludique, la gamification, dans des formations, dans plein de choses. Parce que le cerveau, il aime ça. Il aime, ah, j'ai gagné un bonus. C'est comme, je sais plus, Candy Crush, là, je sais pas si vous connaissez Candy Crush, mais c'est connu ce jeu-là. Bah, c'était beaucoup là-dessus. Les likes, c'est les côtés gratifiants. Quand vous avez un like, vous avez une gratification. C'est pour ça que les réseaux sociaux sont très bons là-dessus. Ils nous envoient tout le temps de la gratification facile et immédiate. C'est pour ça qu'on adore être sur les réseaux sociaux. Donc on laisse le regard des autres aux autres et on se confronte à la réalité. N'oubliez pas, personne ne peut rivaliser avec vous pour être vous. D'accord? Vous êtes unique et singulière. De fait, génétiquement et par votre histoire, vous êtes unique et singulière. La pire des choses qui peut vous arriver, c'est que vous faites les choses en fonction des autres et que vous essayez de ressembler à tous. C'est la pire des choses qui peut vous arriver. Posez-vous la question, qu'est-ce que vous feriez de différent sans le regard des autres? C'est une question que j'aime bien poser en coaching. Imagine demain, il n'y a plus le regard des autres, qu'est-ce que tu ferais? En général, tout de suite, il y a comme un élan libérateur qui arrive. Il y a comme une énergie libératrice qui arrive et on a envie de faire des choses. Bah, essayez d'être drivé par ça le plus possible. Qu'est-ce que vous feriez de différent sans le regard des autres? Conclusion, le syndrome de l'imposteur, c'est OK. C'est même plutôt sain. C'est juste que vous vous questionnez. C'est juste que vous avez l'agilité de vous remettre en question. Mais il ne faut pas que ça dure. Questionnez-vous régulièrement. D'où ça vient cette peur, cette émotion, cette pensée, ce comportement? Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que j'aimerais à la place? Ça, c'est une technique très classique en PNL, coaching. Euh, Par exemple, il vous arrive quelque chose que vous vivez pas très bien, pardon. Je sais pas, on va rester sur la thématique de la publication sur les réseaux sociaux parce que j'ai pris ça en fil rouge. Vous publiez quelque chose et puis il y a personne, euh, je sais pas, il y a personne qui répond, enfin ou ça n'a pas l'effet que vous voulez, par exemple. Exemple classique. Plutôt que de voir l'effet négatif, dites-vous,
en quoi c'est utile d'avoir quand même posté. C'est quoi le côté positif de la situation? Et vous listez. Il y a toujours des choses positives, tout le temps, quelle que soit la situation. Alors, je ne parle pas des choses dramatiques, d'accord, mais quand on reste sur des choses traditionnelles, il y a toujours des choses positives à chaque situation. Si vous braquez le projecteur sur le négatif, vous serez négative, vous aurez le syndrome de l'imposteur, vous aurez des émotions négatives. Si vous braquez le projecteur sur les choses positives, vous allez générer des connexions cognitives positives. Ce que je vous raconte là, c'est pas juste, c'est pas le hasard, hein. C'est prouvé scientifiquement, c'est juste que vous allez créer des autoroutes neuronales différentes. C'est juste ça, hein.